Hello there. Oh merde. King! Guten Morgen, t'as frisé. Comment ça va? Ah putain, moi ça va super bien. Ça va super bien. Vous savez, dans l'histoire, il y a des éléments fondamentaux qui ont changé la face du monde. Le feu, l'écriture, la roue, la machine à vapeur, l'énergie atomique, cette chaîne et la poudre. Et bien que je sois absolument persuadé que la cocaïne a changé beaucoup de trucs dans notre monde, là en l'occurrence je parle bien de la poudre noire et plus tard de la poudre vive. À l'arrivée de cette dernière, de la poudre vive donc, les portées maximales des munitions, et par conséquent des armes, ont augmenté de façon radicale. Les fusils et les carabines atteignent sans mal des portées supérieures à 1500 mètres que de toute façon leurs utilisateurs peuvent plus observer, et les armes courtes ou de poing, pistolet ou pistolet mitrailleur, développent tout leur potentiel de 50 à 150 mètres. Seulement voilà, entre les deux, il y a un vide assez important qui n'est comblé que par les carabines et fusils, mais qui à ces distances intermédiaires gâchent déjà une grande partie de leur potentiel et de leur énergie, et qui en plus ont quelques difficultés, on va dire, à devenir full auto, parce que ce sont des grosses munitions très peu contrôlables. Et donc, on peut pas rapidement fixer un objectif à des distances intermédiaires avec ces armes-là. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, les états-majors ont l'air de s'en foutre. Et notamment l'état-major allemand, pour qui, le MP-18 suffisait amplement à faire la rustine. Seulement, voilà, en 1923, l'armée allemande a conscience que ça s'arme fort en face. Enfin, en tout cas que ça a l'air de s'armer fort, parce que entre les 2 Ribeyrolles chez nous et les 3200 Fyodorov en Russie, ça va, c'est pas comme si ça avait été une déferlante non plus. Hein. Mais bon, il lance quand même une étude, c'est pas pour ce que ça coûte, d'une arme qui pourrait remplacer le Gewehr 98 en étant plus petite, plus compacte, plus légère, avec un chargeur, et qui pourrait traiter des objectifs avec la même efficacité à environ 400 mètres. C'est RVS et Gustav Genschow, GECO donc, qui s'y collent, et les derniers proposeront la MKB-35, designée par Vollmer, qui est un monsieur qu'on a déjà vu dans l'épisode sur le MP-40. Le problème de la MKB-35, c'est que c'est purement incontrôlable à la limite du dangereux, c'est très lourd, et c'est méchamment cher à produire. Donc lettre morte. Seulement voilà, entre-temps, le national-socialisme débarque, et tonton Adolphe décide que l'Union soviétique est un petit peu trop soviétique à son goût, et que donc on va aller faire défiler des Panzers à Moscou. Pas de chance pour eux, l'ascenseur émotionnel va revenir dans la tronche de la Wehrmacht à vitesse de lévrier afghan. Dès 1941-42, on commence à se prendre des tirs de SVT-38 et SVT-40 dans la courge, et on a un petit peu de mal à dormir à cause des rafales de PPSH-41, donc il est urgent de remédier à ce problème-là. Les MP-18-28 sont toujours là, les MP-38 et MP-40 débarquent un peu au compte-gouttes, mais aussi excellentes que soient ces armes, à partir de 100 mètres, ça devient un petit peu compliqué. Et donc il faut urgemment mettre en place cette fameuse rustine, là, entre 150 et 600 mètres. Grâce à l'expérience des Gewehr 41 et des FG42, on sait 2 choses. La première, c'est que la 857 IS est pas adaptée du tout à un fonctionnement automatique, full auto, parce que trop puissante. Et d'autre part, on sait aussi qu'une arme complexe à produire, on ne peut pas en faire suffisamment pour faire une différence. On décide donc de fabriquer une arme qui tirera une munition inventée chez Polte à Magdebourg, la 7,92 par 33 ou 8 mm Kurz. Et après bien des rebondissements que je m'en vais vous conter, ça deviendra le STG-44.
Ça, c'est le cadet de la rareté. Mais tout de même à un point où même aux US, ils les recherchent avec avidité. Et souvent un succès, faut bien le dire. On va déjà commencer par un petit peu de tir en semi-auto, histoire de se mettre en jambe, car je n'ai jamais tiré au STG-44. Je pourrais vous raconter ce que je veux, hein. C'est oui, oh mon Dieu, je suis super fort et je vais monter ça de telle manière à ce que... Mon cul. J'ai jamais tiré avec. Je vais pas vous raconter de la merde non plus. Donc on va se mettre un petit peu en jambe et puis ça va vous permettre de souffler avant que je vous raconte le reste de l'histoire. Et vous allez voir, c'est drôle. C'est très très drôle. Allez, on va commencer par 10 coups. Donc, chargeur double pile, ça veut dire super sympa à approvisionner, j'adore. Voilà. On en reparlera. Déjà, checkons une chose. C'est bon. Donc, quand je vois le sélecteur, c'est qu'il est bien en semi. Alors, je sais qu'il a une détente toute chelou, celui-là. D'accord, il a une détente pas top, pas top. Mais bon, c'est pas grave, nous allons tester, en espérant qu'il me... Attendez. Qu'il ne me saute pas dans les mains, mais j'ai surtout besoin de mes gants. Je vous expliquerai après pourquoi, mais en gros, le garde-main va chauffer très fort. Parfait. Et c'est parti. Oh. Ah, ça va, eh. Oh là, j'étais dans les choux. Ah, le deuxième, j'étais dans les navets, là. J'ai voulu aller trop vite. J'ai voulu aller un peu trop vite, vous voyez, c'est con, hein. C'est con. C'est une arme que je maîtrise pas du tout. Ce sont les 10 premiers coups, et pourtant, j'ai voulu aller trop vite, comme un demeuré. Et résultat, bah, j'en ai mis un à Babelwed. À Babelwed, à droite. Si je ne me cours pas, je vais aller voir. Ne quittez pas, je reviens. Pour le STG-44, tout commence par le concours lancé entre Enel et Walter pour créer cette fameuse arme qui tire cette munition intermédiaire et qui est maniable et qui est plus courte et qui est dotée d'un chargeur et qui soit semi et full. Les deux prototypes prendront le nom de MKB-42 ou Maschinenkarabiner 42. 42, ja, c'est ça, 42. Et pour différencier les deux, on leur donnera un suffixe. H, en allemand, mais ça se prononce H, pour Enel, et V, W en allemand, mais ça se prononce V, pour Walter. En voyant les deux, je pense que vous vous doutez duquel a eu le plus de succès. C'est celui de Enel. Les deux fonctionnant par empreinte gaz et ayant un sélecteur de tir, on garde ça. Et puis pour le reste, la majorité des caractéristiques qui seront conservées, c'est celui du H, sauf pour le marteau et le système à culasse fermée, qui eux seront repris du V, le Walter. Maintenant quand même, une parenthèse importante. On dit que c'est Hugo Schmeisser, dont on a aussi déjà beaucoup parlé dans l'épisode sur le MP40, qui a créé le STG-44. Alors oui, il y a participé, évidemment, puisque c'était lui le chef du bureau de design. Mais enfin, ça n'était que le chef du bureau des concepteurs. Il faut aussi penser à tous les autres qui étaient dans ce bureau-là. Et il faut leur rendre ce qui leur appartient. Bon, je suis désolé parce que j'ai pas leur nom, parce que manifestement l'histoire les a oubliés, mais ça devrait pas être le cas. On devrait se souvenir d'eux autant que de Schmeisser. Bon bref, fin de la parenthèse, et on en arrive au moment où Hitler casse les couilles. Encore. Le projet et ses deux protos finissent par arriver aux oreilles du Führer. Et il trouve que c'est vraiment pas une bonne idée de multiplier les calibres en service, et donc il décide de tout stopper. Et là, c'est Gustloff,
l'entreprise Gustloff, qui va sauver le projet en le faisant passer sous couverture comme ça. Et sous couverture de quoi? Sous couverture d'un projet qu'ils avaient déjà, d'une carabine automatique, mais dans des calibres normaux, c'est-à-dire soit le 9,19, soit le 8,57 IS. Normaux, entendez par là déjà en service. Au moment où les ingénieurs commencent à se casser le cerveau pour fusionner ce qu'il y a de meilleur entre les deux prototypes, donc le MKB-42H et le MKB-42V, on arrive au moment où Hitler casse les couilles pour la seconde fois, puisqu'il décide que non, il n'y a pas de raison, il faut concentrer la production sur les FG-42, les MP-40 et la production de lunettes pour les Gewehr 41, les G41 et les Kar 98K. Pour la seconde fois, Hitler montre en fait qu'il est en retard d'une guerre. Ses préoccupations, ce sont exactement celles des états-majors de 1914. À mon avis, c'est aussi le moment où les ingénieurs ont dû avoir envie de lui faire avaler un artichaut cru. Mais pour la seconde fois, le projet est sauvé en douce. Cette fois, c'est carrément par le Waffenamt, office central donc quand même, qui renomme le projet en douce comme ça MP43 et qui explique qu'en fait, non, mais c'est pas un nouveau projet, c'est juste l'amélioration de trucs déjà existants. Bon, avant la suite, on va vite aller le tester aux 50 mètres, juste histoire de voir ce que ça donne. Vous êtes pas curieux, vous? Moi, si. Let's go! Ok, attention les oreilles. Ok, là je crois que j'étais un peu bas, je vais remonter. Clic. Fin de l'alerte. Ah, c'est pas mal, il tient un peu bas, je crois. Au moment où le projet est donc sauvé pour la deuxième fois, on se rend compte quand même que l'objectif initial de remplacer complètement les Kar 98K par ce STG, enfin ce MP43 à ce moment-là, est un petit peu irréaliste. En fait, ce truc est pas très adapté à tous les usages d'une carabine qui est très rigide. Et donc, par exemple, qui peut tirer des grenades à fusil. Lui, il peut pas. Et on le sait déjà à ce moment-là, il pourra pas. Pareil pour la baïonnette. On sait que ce sera pas adapté. Donc on supprime le manchon de tire-grenade, on supprime le tenon de baïonnette, on supprime aussi l'embase d'optique, parce que on en a. Il y en a eu des MP43 avec des montages optiques. Et puis en fait, on s'est rendu compte que non. C'était pas adapté vraiment, ça servait à rien. Donc, suppression de l'embase qui aurait dû se trouver quelque part par là, je suppose. Ce qui revient quand même à dire que le projet initial, de toute façon, n'était pas faisable. Mais bon, on va continuer de faire l'arme puisqu'on a commencé. En 1943, une pré-série de MP43 est présentée à Hitler. En mode... en fait, on t'a pas trop écouté, mais regarde comme c'est vachement bien fait ce qu'on a fait dans ton dos. Il fallait avoir des couilles quand même. Résultat, colère épique de Hitler et télégramme de Speer dans la foulée, qui était donc ministre de l'armement à ce moment-là, pour ordonner l'arrêt définitif du projet. C'est marrant d'habitude, quand papa veut pas, on demande à maman. Là, c'est plutôt... Papa interdit et ça marche pas, donc on demande à maman d'interdire des fois que ça marche mieux. Spoiler, ça marche absolument pas. Le Waffenamt s'entête et décide quand même de lancer une production. C'est de la folie. Le projet a pas été accepté par l'autorité suprême. Rien à foutre. L'autre grand con a pas voulu. Ouais, ok, pas de problème, on va les envoyer direct au front. Les soldats, ils ont un petit peu plus de jugeote que l'autre production de Guéméné, là. Eux, ils nous diront bien s'ils en veulent ou pas de notre flingue. Dites-vous bien quand même que 1941-1943,
on est au moment où le Troisième Reich, c'est une vraie bonne dictature bien raide, et où la moindre indiscrétion à la mauvaise personne, ça t'envoyait direct faire un bisou à une matraque de la Gestapo. Là, c'est quand même la 3e fois qu'un organe central, ou un fabricant, ou des individus, se torchent avec l'autorité du Führer. Je sais pas vous, mais c'est exactement le genre de petits détails que je trouve à la fois hallucinant et super instructif sur l'état réel du Reich à ce moment-là. Bon bref, nous arrivons en 1943, et au cours d'une cérémonie de remise de décoration, 3 généraux qui reviennent du front de l'Est en profitent pour demander exactement la même chose à Hitler, la mise en service en masse du MP43. En effet, depuis l'entêtement du Waffenamt, ils n'ont pas fait que les produire, ils les ont aussi envoyés sur le front de l'Est. Et cette toute nouvelle arme bénéficiait en fait d'excellents rapports de la troupe. D'après les témoignages, un peu plus tôt dans l'année, il y a déjà plusieurs officiers au QG du Führer qui avaient fait fuiter le fait que, bah oui, il y avait une nouvelle arme sur le terrain, qu'il la trouvait excellente et que, oh là là, dites donc, c'est dingue, on n'a jamais entendu parler de ce projet. Et visiblement, on avait fait croire aux moustachus là que, en fait, c'était les exemplaires qui avaient déjà été assemblés avant qu'ils leur donnent l'arrêt définitif, et que donc, bon, bah, ils étaient là, voilà, on les refourgue à la troupe, et puis quand il n'y a plus de mune, il n'y a plus de mune, quoi. Gros mensonge, mais manifestement, c'est passé. Donc, surprise d'Adolphe, qui pensait que écraser 3 fois le même cafard, ça suffirait peut-être à le buter, mais non, en fait, cette saloperie est toujours vivante. Seulement, voilà, le 1er octobre 43, même Karl Zohr, qui était un des grands pontes du ministère de l'Armement, est venu faire l'éloge du MP43 à Hitler. Et donc, le 2 octobre, Hitler change d'avis et ordonne la production en masse du MP43 au rythme ordonné de 30 000 exemplaires par mois. C'était déjà irréaliste, même à ce moment-là. En 1944, il profite d'un décret spécial qui ordonnait carrément la priorité absolue de production à ce modèle. Décidément, il a bien changé d'avis, pour changer le nom en MP44. Et encore un peu plus tard, en 1944, un autre décret viendra changer le nom une dernière fois en STG 44. Sturmgewehr, au lieu de Machine and Pistol. Ce dernier changement de nom, en fait, répond réellement à une logique, même deux. La première, c'est pour éviter la confusion en approvisionnement de munitions pour les MP, donc les Machine and Pistol, qu'on n'aille pas dire « Ah bah j'aimerais 2 caisses de munitions pour Machine and Pistol, s'il vous plaît ». Et que si vous avez du 9 mm, on vous refourgue du 7,92, et que si vous avez du 7,92, on vous refourgue du 9 mm. Parce que, spoiler, soit ça rentre pas, soit ça rentre trop. Et la deuxième logique, c'est une logique propagandiste. Sturmgewehr. Ah, Sturmgewehr. Ah ouais, ça claque. Ça claque. Sturm, assaut. Sturmgewehr, fusil d'assaut. C'est loin d'être la première fois où Sturm apparaît quelque part. Donc voilà, c'était aussi une logique propagandiste. Bon, allez, nous avons bien parlé. Maintenant, il va falloir tirer. Et surtout, il va falloir tirer full. Alors, nous allons déjà en mettre 2, puis nous en mettrons 3, et puis après, nous verrons si je mets les 15 autres. Alors, ce sont des chargeurs de 30, mais il se trouve que comme les boîtes de 7,92 par 33 que j'ai eu tant de mal à avoir et qui sont putain de chères, ce sont des boîtes de 20, et ce sera au mieux des chargeurs de 20. Et encore, on verra après pourquoi je ferai probablement plus de rafales courtes que de rafales longues. Parce que bon, déjà je me sens pas, et ensuite il y a une vraie raison. Non d'un chien, j'espère que je ne vais point perdre mes spaghettis. Il y a actuellement 9 impacts en cible, dont 3 très groupés, 4 très groupés. J'espère que, juste avec 2, j'arrive déjà à les mettre. Sinon, le reste du full auto va pas être très agréable à faire. Oui, c'est un full, hein, au fait. J'ai oublié de vous dire, mais c'est un full. Il a le fun switch. Alors, mettons-nous un peu bas. Ça va. Alors, j'en vois un. Est-ce que je vois l'autre? Oui, je vois l'autre. Alors, je dois reconnaître que pour un full, c'est très contrôlable. Mais, moi, ça me fait pas mal grimper. Et j'ai peur pour le plafond, pour le cacher. Donc, c'est pas pour jouer les petites bites. Puis alors, sincèrement, celui qui va aller me traiter de petite bite, camarade, toi tu le fais pas, hein, donc ta gueule. Je sais pas. Je vais essayer.
Ouais. On fera des rafales courtes, hein, quoi qu'il arrive, parce que je grimpe, mais énorme là. Là, je pense que j'ai fait toute la cible. Je vois le dernier tout en haut, j'espère que c'est le dernier. Et je vois le premier tout en bas. Mon inquiétude, là, elle se poserait pas si j'étais en extérieur. Mais là, il se trouve que j'ai un plafond, j'ai des murs, j'ai un impératif de ne pas trop monter parce que j'ai peu d'amplitude en fait au fond là. J'ai 2 mètres, oui, bah si je fais plus de 2 mètres, je suis dans le plafond et ça coûte des sous les impacts, c'est moi qui ai fait le règlement, j'en sais quelque chose. Putain, c'est quand même des grosses bastos. Hein. On verra après, ça me fait penser à quelque chose et ça devrait vous faire penser à quelque chose aussi. Et c'est pas pour rien. La 762-39 pour vous cacher. Mais je vous expliquerai, ne vous inquiétez pas, je vous expliquerai tout ça. Rafalon court. Ah, en fait, j'avoue, Non, j'ai rien dit. Ça va, Ouais, tu prends l'habitude. Excusez-moi, je bégaye, mais c'est grand plaisir. C'est vraiment... Oh, battez-moi ça. Battez-moi ça. Ne vous inquiétez pas, je vous ferai des jolis plans, ne vous inquiétez pas. J'avoue, c'est grand plaisir. Je sais pas si j'ai touché grand-chose. C'est pas bien grave. Oh putain, je me caille le cul vivement la fin de l'hiver. J'en ai tiré 30 sur la cible. Combien je l'ai mis en vrai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ah, ça va! Il y en a 23 sur 30 en tout. Sincèrement, j'imaginais que je ferais moins bien que ça. Les premiers coups sont assez impressionnants, je dois reconnaître, surtout en semi. En semi, comme il n'y a pas le renvoi et l'amorti qui est propre au full auto, ben, on a l'impression que ça va faire beaucoup. Et tout à l'heure, quand j'ai mis 2 coups, une doublette là, ben, j'ai fait poum poum. Putain, je suis monté à Babelwed. Là, non, ça va. Je trouve que ça va nettement mieux. Cher ami, ASMR complet, hein. Bon, j'espère que le micro sature pas trop. Il a plein de points d'accroche. Mais ce ressort est bon. Et c'est un ressort allemand, mais complètement allemand. Et pourtant, là, c'est un ressort boudin. Il n'est pas prisonnier d'un tube comme est celui du MP40, par exemple. C'est pas tout à fait la même fluidité, la même onctuosité. Mais malgré tout, il reste assez onctueux, je trouve. C'est pas mal. T'es bien allemand, toi. Ouh, oui, le garde-main commence à être chaud, là, déjà. Oh, réchauffe-moi, petit STG44. Oh, j'avoue, pendant l'hiver, les tireurs de ce truc-là, ils devaient se régaler. Bon, bref, allez, on a plein de choses à dire, là. Faisons. Alors, le STG44, maintenant qu'on en est là. 94 cm en tout, 42 cm de canon. C'est assez compact, sans être incroyable non plus. C'est une arme assez lourde, et c'est pour ça que je la pose sur quelque chose depuis tout à l'heure. Ça fait 5,10 kg quand même. C'est l'équivalent d'un Thompson. Je vous ai montré tout à l'heure, ici, il y a un sélecteur de tir. Là, il est en semi. Quand vous le voyez, c'est qu'il est en semi. Quand vous ne le voyez plus, c'est qu'il est en full. Ici, il y a également une sûreté. Là, vous êtes en feu. Et là, vous êtes en sûreté. C'est cool, hein? Moi, je trouve ça très cool. Niveau ergonomie, bon, il faut déchausser un peu la main pour la sûreté. En revanche, pour le sélecteur, ça va, hein? C'est sympa. Et l'avantage, c'est que ce truc est censé tirer en semi-auto. De base, il a été conçu pour tirer semi-auto et, de temps en temps, tirer full. En cas d'urgence, pour des usages très particuliers, fixer un point, etc., ou arroser toute une colonne, ou je sais pas quelle colonne, je suis pas soldat. Mais l'avantage, c'est que là, il est semi, poum, 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 urgence, je suis juste à côté et je peux tirer. C'est pas mal. Au niveau ergonomie, il est bien. Alors, cette crosse me pète un peu les noyaux, parce que, vous voyez, en fait, là, c'est plat, poum, là, ça descend,
Et là, ça remonte. Ce qui fait qu'en fait, je suppose que ma joue est censée être là, dans le creux. Le problème, c'est que là, dans le creux, j'ai ça droit dans la pommette. Et que si je fais ça, poum, 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 je prends tout dans la pommette. Donc je suis obligé de me reculer un tout petit peu. Et du coup, j'ai ça. Bon, ça, c'est... Je dirais pas que c'est moyen, mais j'aime pas trop. C'est peut-être qu'un goût personnel, peut-être que c'est effectivement un défaut. Je ne sais pas. Alors, son fonctionnement, c'est un emprunt de gaz sur long piston. Vous voyez, là, il y a le canon, et au-dessus, il y a un long piston. Et effectivement, on le voit bouger, et je ne sais pas si vous le voyez, vous, mais là, par les trous, là, vous voyez, là, il y a un piston, vous voyez la tête. Et donc, cette empreinte de gaz sur long piston, vous allez me dire, c'est comme une AK. Non! 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 Pas du tout! Parce que lui, il a, vous le voyez ici, son crochet, vous voyez, hop, qui vient attraper la culasse. Ce crochet là que vous voyez bouger là, et qui se situe, qui est logé au bout du piston en fait, là d'ailleurs on voit le piston par la fenêtre, et ce piston vient attraper la culasse, hop, et la faire grimper. Et c'est ça qui la déverrouille. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du chargeur. Sur un AK, c'est une culasse rotative. La culasse, elle est en ligne, elle bouge pas, enfin, elle monte pas ni ne descend. Bon, ok, allez. Range ton commentaire, Jean-Mimi. Je vais en reparler. Promis, je finis de vous expliquer le vrai, et puis après, j'essaie de débunker un petit peu. Alors, les avantages du STG, c'est déjà qu'il est pas cher à produire. À part le piston, la culasse, le canon, c'est tout estampé. C'est jamais que des feuilles de métal qu'on plie, qu'on soude, et puis allez hop. D'ailleurs, en parlant de soudure, là vous en voyez une belle là, à l'avant. Là. Ça coûtait 70 Reichsmark à faire, soit 13 de plus qu'un MP40, ou 15 de plus qu'un Kar 98K. Ça va, c'est très raisonnable pour une arme de cette ampleur-là. C'est relativement rapide aussi à faire, puisque c'est tout de l'estampé. Et c'est pour ça qu'il en sera fait presque un demi-million. C'est beaucoup. Pour une arme comme ça, c'est beaucoup. Je vous disais, c'est contrôlable, pour deux raisons. La première, c'est que ça tourne entre 500 et 600 coups minute, selon les exemplaires et les fabrications, etc. C'est très raisonnable, c'est même assez lent. Et la seconde raison, c'est que votre canon, il est pile dans l'axe de l'épaule. Il est très bas, donc il traverse complètement l'axe de la crosse. Voilà, c'est un... Allez, pour prendre une... Je suis désolé, STG44, je vais t'insulter gravement, mais pour prendre une analogie moderne, c'est un Chiappa Rhino immense, si vous voulez ce truc-là. C'est aussi un peu une AK. À ce niveau-là, on va dire, l'avant est assez AK. Bon, l'arrière, en revanche, plus rien à voir. Mais l'avant est un peu AK, ok, je reconnais. Donc c'est quand même pas mal contrôlable pour un full auto. Même si, bon, moi je fais un peu n'importe quoi, mais... Grâce à sa munition, la 7,92 par 33, il explose les PPS H41 et les PPS 43 en termes de portée. Et ça permet donc de leur tirer dessus sans être atteignable, mais malgré tout aussi d'arroser à courte distance quand on en a besoin. Un des autres avantages excellents du STG44 au moment où il est mis en service, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a été mis en service et que sa production a pu commencer, c'est que les rapports de la troupe indiquent qu'il a une extraordinaire fiabilité par grand froid, par très grand froid. Ça me fait mal de le dire, mais toutes les personnes, et j'en ai rencontré personnellement, qui ont utilisé ce machin-là par moins 40, savent que au bout d'un moment, ça bouge plus. Parce que c'est trop serré. C'est trop bien fait. Et donc, quand c'est bloqué, c'est bloqué. Et tu peux plus en faire façon parce qu'il y a de grosses zones de contact là-dedans. Alors que ça, pas tant que ça, quoi. Son intérêt à lui, c'est d'être moins bien fait que le MP40. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça... et si on comparait... on fera ça tout à l'heure. Donc voilà, ça c'était ses avantages, mais tristesse, disgrâce et trahison, il a aussi des inconvénients. Des inconvénients majeurs même. Elle est loin d'être parfaite cette arme. Déjà, son putain de chargeur immense. Ouais, son putain de chargeur immense, allié à sa déjà assez bonne hauteur,
qui empêche tout simplement les tirs à couvert. Un chargeur de 10 coups sera créé un peu plus tard pour pallier à cet inconvénient, mais le problème du chargeur de 10 coups, c'est que il permet le tir à couvert, mais il permet plus d'avoir une bonne capacité, ce qui est tout l'intérêt de ce machin. Ensuite, on l'a dit, il est bien lourd, ce qui est à la fois un avantage, oui, mais aussi un inconvénient. Le garde-main en tôle est quand même bien fin, ça se sent qu'il est bien fin, et à terme, il va plus protéger la main de la chaleur du canon. Et enfin, il y a une faiblesse congénitale que pour une fois je peux vous montrer, c'est la crosse. Il y a 2 pauvres vis à bois là derrière. Et le problème, c'est que à terme, comme sur celui-ci, ça prend un jeu assez considérable. C'est très triste. Ça, c'est vraiment très triste. Putain, pour 2 pauvres vis, ils auraient pas pu inventer un autre système. Alors, on va en mettre 20. Si j'arrive à ouvrir la boîte. Ce qui sera peut-être le plus grand défi d'aujourd'hui, c'est d'ouvrir la boîte. Oh putain. Tout ce fric, rien que dans la main, là. Putain. Oh là 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 là. Putain, j'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis en train d'approvisionner le chargeur, il y en a vraiment 20 là. C'est parti, et nous allons démarrer par le MP40. Brave petit MP40 que j'aime tant. Ça reste mon arme préférée de tous les temps. Et de très loin. On se met le chargeur, et on y va. Ah ouais, à côté. Oh la vache, c'est tellement contrôlable le MP40 à côté. Au début, j'étais trop bas, je pense. Parce que je m'attendais à ce que ça me saute dans les bras. Parce que, non, mais en fait, non, c'était... Ah, je t'aime. Je t'aime, MP40. Bien, maintenant, STG. Alors, du coup, ça va me changer un petit peu. Même si je trouve ça un peu plus contrôlable qu'au début, je reconnais, ça va quand même un petit peu me changer. Attends. Ah ça tombe bien, je suis en semi. Wow. Brother Sama. Et vide. Ouais, alors il faut quand même lui résister un petit peu. Ah, c'est vrai que je préfère amplement le MP40. C'est lourd. C'est putain de lourd ce truc. Ah non, mais c'est marrant, c'est marrant. Ok, je reconnais, c'est marrant. C'est pas mon full préféré, de loin. Bon, vous m'en voudrez pas si je fais pas de longues rafales. Pardon. Désolé, mais je me sens pas. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Bon, alors, le STG-44 sera doté d'accessoires, bien entendu. Donc une bretelle, machin. Ça, tout va bien. Mais 2 accessoires notamment bien fêlés. Le premier, c'est la Tilgere 1229. C'est une lunette infrarouge surnommée Vampire. Vampire. Car normalement, c'est un fée. Un fée, comme dans Fabrice. Et évidemment, celui que tout le monde connaît, le Krumlauf, qui est un canon tordu. Qui est une extension de canon, pour être exact. Ça n'est pas son canon, en fait, c'est un manchon qui vient se mettre à baïonnette et qui comporte un canon, une extension de canon cintré. Effectivement cintré, mais surtout cintré, qui permettait théoriquement de tirer à couvert, donc comme ceci avec le cintrage
vers l'avant, ou dans les coins, c'est-à-dire comme ceci, avec le cintrage de côté. Il en a existé 4 variantes, cintrées à 30 degrés, 45 degrés, 60 degrés et 90 degrés. Vous avez pas trop froid? Non. Et visiblement, d'après les rares tests existants, bah c'est pas si naze que ça. Ça fait un peu farfelu, mais c'est pas débile, et apparemment ça marche plutôt bien. Si j'y pense, je vous mets le lien du test de Garand Thumb, qui a testé, je crois, la variante à 30, et vous allez voir, c'est un peu dingue. Engulf them in pain! Bon, alors, et la suite, du coup. Qu'est-ce qui lui arrive à ce petit STG? Ce gros STG. Bon, vous vous doutez bien que il les a pas empêchés de perdre. Vous vous doutez bien, sinon on serait déjà tous en train de parler Heilmann. Tu l'as? Mais malgré tout, le Sturmgewehr, donc fusil d'assaut, a eu une énorme influence. Et sur plein de trucs qui plus est. En Allemagne déjà, il aurait dû être remplacé en 1945 par le STG 45, le Sturmgewehr 45. Enfin, 45. Le STG 45 qui n'est connu que sous son seul nom de prototype, le Gerät 06. C'est une tentative de le simplifier encore, celui-là, en lui collant un système de retardement par galet, qui devrait vous rappeler quelque chose, car c'est le MP5, et le G3, et beaucoup de choses en fait. C'est HK, mais c'en est d'autres aussi. Bon alors, évidemment, le principe même d'une arme compacte avec un sélecteur de tir et un calibre intermédiaire, ça deviendra une norme absolue. Mais ça n'est pas parce que l'AK l'aurait pompé vu que c'est faux. La mécanique de l'AK, c'est un garant à l'envers. Je l'avais déjà dit, mais ça coûte pas plus cher de faire un petit rappel, une petite piqûre de temps en temps. Et c'est pas non plus parce que Schmeisser aurait bossé avec le Kalachnikov, mais avec d'autres aussi, parce qu'il a été capturé par les Russes et il n'a été libéré qu'en 1952. Non, mais on va dire que le principe étant bon, bah forcément il a essaimé. Sous d'autres formes, avec d'autres mécaniques, sous d'autres compacités, avec d'autres ergonomies, etc. Mais c'est parce que le principe est bon, pas parce que le STG-44 est bon. Il est resté en service jusqu'en 1962 en Allemagne de l'Est, et il a été utilisé par une bonne vingtaine de pays, dont la France.
Et le plus étonnant, c'est qu'on en voit encore de nos jours. On en a vu sortir en Ukraine et on en a vu sortir dans les mains des opposants d'Al-Assad en Syrie. On se demande comment. J'en ai chié ma mère pour trouver 4 pauvres boîtes. Alors je ne sais vraiment pas d'où ils sortent leur stock de 7,92 par 33, sans rien. A noter que l'inévitable GSG en a fait de très mauvaises copies, affreuses comme d'habitude, mais qu'un projet de copie à peu près correct a vu le jour aux States et qu'il a été complètement abandonné il n'y a pas si longtemps là. Je crois que c'était pas le métaux qui avait mis ça en route. Il me semble, hein, je suis pas sûr. Le STG-44, c'est une arme iconique. Iconique. Peut-être pas autant que le MP40, mais quand même super iconique. Et il est présent bien entendu dans la culture pop. On l'a vu dans Fury, excellent Fury d'ailleurs. Si vous l'avez pas vu sans rien, foncez. Moi j'ai adoré, c'est le genre de truc que je regarde en boucle. Mais on l'a aussi vu dans Star Wars. Si. Vous le reconnaissez maintenant? Cool. Bon, pour ma part, ça a été un super honneur de vous le présenter. Alors d'accord, c'est pas fondamentalement l'arme avec laquelle je suis le plus à l'aise. Je le tiens peut-être mal, j'ai peut-être pas assez l'habitude, je connais peut-être pas assez le calibre, tout ça. Mais je trouve qu'il me monte un peu trop dans les mains pour que je fasse de longues rafales avec. Bon, pas grave, hein, j'ai aussi mes limites et on est surtout là pour s'amuser. Je suis pas là pour vous montrer à quel point je suis fort et beau, ne vous inquiétez pas. Beau, vous le voyez déjà. Ne me regarde pas comme ça me gêne. Si on m'avait dit, il y a 15 ans, que j'aurais un STG-44, déjà, un STG-44 dans les mains, mais fonctionnel, et full auto, et qu'en plus je pourrais tirer avec, je pense que j'aurais fait un AVC. Je me serais écroulé dans ma bave, par terre, vaguement, parce que c'est un truc de fou. C'est le genre de machin... Non, que tu fais pas souvent dans ta vie. Ça n'est que le second que je touche. Et je vous raconte pas l'état du premier. Mais bon, ça m'avait donné un petit aperçu. À noter que je crois que celui que j'avais chez JJB à l'époque, c'était un MP43. Celui-ci est noté MP44. J'ignore s'il y en a eu qui étaient réellement notés STG44. Je suppose que oui. Puisque le changement de dénomination était officiel, hein, mais bon. Voilà, en l'occurrence, celui-ci, c'est un MP44. Oh, mais vous écoutez ça? Ah, il y en a un ou deux des points d'accroche, hein. Bonheur. La queue de détente est bizarre parce qu'elle est super légère, je trouve. Elle est très... Ah, bon. Elle part un petit peu sans me demander mon avis. Là, ça me l'a pas fait, heureusement. Tout va bien. Et comme j'avais oublié, bonjour, les munitions sont conditionnées là-dedans. Enfin, probablement en partie là-dedans. Donc ça, ce sont des toutes petites boîtes carrées, rectangulaires de 20. Vous les ouvrez et vous avez dedans 4 lames chargeurs de 5 munitions en 7,92 par 33. Voilà, donc vous voyez les munitions de guerre, ce sont des étuis acier laqués, super dangereux à neutraliser d'ailleurs. Juste comme ça en passant, ça chauffe fort. Puis voilà, donc celles-ci sont de 1944 en l'occurrence. Et c'est une petite boîte d'origine que je vais me ramener à la maison, j'avais complètement oublié que je l'avais. Voilà, écoutez, c'était juste pour le fun. Mais bon bref, ça a été un super honneur. Je vous remercie infiniment et surtout, d'abord et avant tout, les tipeurs. Là, les gars, je suis obligé de vous remercier, vous en particulier, parce que c'est grâce au Tipeee que j'ai pu acheter ces munes. Donc voilà, merci infiniment. Merci bien sûr à tous les abonnés, tous ceux qui regardent. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Hein. Il y a des chances qu'on s'entende bien. Et puis, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Dankeschön à tous. Auf Wiedersehen. Guten Morgen! Oh, putain, Guten Morgen! Le fameux Morgen! Bon! Alors maintenant, les derniers plans tirés, et on se casse! Ok, testons un petit peu de 300 mètres, hein, parce qu'on a l'occasion
de ce cher ami qui nous prête quelque chose. Fuck. Je suis vide. Oui, je suis vide. Pas raté, c'est pas grave. Bon, recommençons du coup. En haut à droite. Oh putain, vraiment pas loin, mais c'est pas grave.